Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver pour cette première vidéo de 2024. Je commence bien entendu par vous souhaiter une très belle année avec plein de bonnes choses, la santé et beaucoup de belles lectures bien évidemment. Alors pour cette première vidéo de l'année, on va passer en revue les lectures que j'ai faites la semaine passée. Voici ce qu'il y a plus ou moins, parce que honnêtement il y a un peu plus, mais certaines choses ont déjà été rendues à la bibliothèque ou autre, mais je vais vous expliquer tout ça bien entendu. Alors je vais commencer par les mangas parce que c'est peut-être plus facile, surtout que c'est une suite de sagas que vous avez l'habitude de voir ici, c'est L'Enfant et le Maudit. J'ai lu le 8 et le 9, voilà, ça c'est le 8 et ça c'est le 9. Je suis presque à la fin, il y a encore le 10 et le 11 que j'ai acheté récemment parce que je voulais terminer cette série, donc bientôt je pourrai savoir avoir le fin mot de cette histoire. Donc je vais pas plus vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois du coup. Vous commencez à avoir l'habitude, mais j'aime toujours autant. Là on s'approche vraiment de la clé, de la solution, ça se sent, il y a plein de choses qui se passent. Donc je passe un très bon moment avec ces petits mangas. Je vais passer maintenant à une de mes petites lectures qui s'appelle Scary Christmas, l'histoire du pire Noël de Eileen McMullan aux éditions Hugo Poche dans leur collection Suspense. Je pense que je vous l'avais montré la semaine passée parce que c'était ma lecture en cours. Je ne sais pas vous montrer le livre parce que je l'ai revendu en fait. Donc ça annonce déjà un petit peu la couleur, mais je vous mets la petite image ici à côté pour que vous puissiez avoir le visuel bien entendu. Alors dans cette histoire, on est le 24 décembre et il y a une tempête de neige qui s'abat et qui va bloquer plusieurs voitures sur la route. Les passagers de cette voiture vont trouver refuge dans un curieux manoir qui est très isolé, mais ils n'ont pas trop le choix parce que les voitures sont bloquées, certaines sont accidentées, donc ils doivent se diriger vers ce curieux manoir où personne n'est là pour les accueillir. En plus, donc les propriétaires de cette habitation ne sont pas présentes, mais par contre, chose encore plus étrange si c'est possible, ils vont découvrir dans une pièce plein de paquets cadeaux, c'est Noël, jusque là tout va bien, mais sur les étiquettes de ces paquets cadeaux, en fait il y aura leur nom. Donc ça veut dire que dans un sens ils étaient attendus, donc très mystérieux. Ça c'est pour l'histoire, je vais pas plus m'avancer au niveau du résumé parce que c'était un livre extrêmement court qui faisait même pas 200 pages, mais du coup c'était une lecture qui me tentait énormément parce que du fait de sa couverture et du fait de son résumé, ça me tentait beaucoup, ça avait l'air mystérieux, ça avait l'air intriguant, il y avait un suspense qui était annoncé et malheureusement ce fut pas le cas. Donc l'avantage c'est que le livre est petit et fin, donc il se lit très vite. S'il avait été plus gros, je pense que je l'aurais abandonné parce que j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié plusieurs choses. Donc j'ai pas apprécié le style, j'ai pas apprécié l'écriture et j'ai pas du tout apprécié non plus les personnages. L'histoire en elle-même m'a plu au début et puis finalement ça s'essoufflait et la fin je ne l'ai pas appréciée non plus. Je m'attendais pas à ce genre. Je trouve que c'était un peu bizarre et facile en fait, donc je m'attendais à quelque chose d'autre vraiment. La fin n'a donc pas rattrapé le reste malheureusement. On a des personnages qui sont des caricatures à l'extrême, tous. Il y avait parmi ces personnages des hommes et des femmes, il y avait même un enfant. Et vu la situation, c'est un peu particulier et j'avoue que je n'ai même pas eu d'empathie pour l'enfant parce que ce sont des personnages qui sont infects en fait pour tous quasiment. Il y a aussi plein de moments où il y a une foule de descriptions qui alourdit vraiment le récit, des descriptions qui ne sont pas utiles. Par exemple, on va nous décrire les whiskies à disposition dans le manoir, la nourriture qu'à un moment donné ils vont recevoir. Tout ça
n'apporte rien en fait et alourdit tout simplement le récit en lui-même. C'est assez dommage. Au fur et à mesure de l'histoire, on va bien comprendre que chaque personnage qui se trouve dans cette habitation a en fait un secret. Ce secret qui va être évidemment dévoilé à un moment donné. On est dans un huis clos parce que tout se passe dans ce manoir, dans ce château. Franchement, c'est assez dommage parce que il y avait plein d'éléments qui auraient pu faire que cette histoire allait me plaire. Moi j'aime bien tout ce qui est huis clos, secret autour des personnages, ambiance un petit peu frissonnante et un petit peu qui fait peur dans un château comme ça, pas abandonné mais un château complètement vide où il se passe des choses mystérieuses et en fait voilà, ça ne m'a pas plu du tout. Je sais pas si d'autres personnes l'ont lu et je serais curieuse d'avoir votre avis aussi. Mais en tout cas pour moi ça ne l'a pas fait, donc c'est assez dommage parce que j'attendais quand même beaucoup de cette lecture, mais ça arrive donc je vais pas en parler plus et je vais parler d'autres lectures qui m'ont davantage plu. Dans les lectures qui m'ont davantage plu, il y a la suite de l'Épouvanteur. Ici j'ai le tome 7, mais j'ai également lu le 6e tome, je vous mets la petite image ici. J'ai donc lu le 6 et le 7 de cette saga de Joseph Delaney dont je vous parle assez régulièrement maintenant parce que je les lis. Ce sont des livres que j'emprunte à la bibliothèque, donc le 6 a déjà été rendu, le 7 je l'ai terminé il y a un jour ou deux. Ça se dévore, en tout cas moi c'est des livres que je dévore, j'aime vraiment beaucoup, c'est très agréable, j'adore suivre l'histoire de Tom et là je suis arrivée en fait à des tomes que je n'ai pas encore lus. Je vous avais expliqué que les 5 premiers tomes en l'occurrence c'était effectivement des relectures, j'avais lu ça il y a des années et j'avais pas continué parce que c'est quelqu'un qui me prêtait les livres et elle m'avait prêté ceux qu'elle avait à disposition, donc elle avait les 5 premiers je pense et après je n'ai pas continué du coup et en lisant le 6e, celui-là ne me disait absolument rien, donc ici c'est la découverte. J'ai beaucoup apprécié le 6e tome, il est vraiment excellent, peut-être un peu plus que le 7e d'ailleurs, mais c'est toujours aussi agréable. On suit Tom, l'apprenti de l'épouvanteur et son maître, l'épouvanteur John Gregory. Il y a aussi le personnage de Alice qui est une jeune sorcière qui va les accompagner. Il y a plein de choses qui se passent, l'intrigue avance, on croise plein de créatures extrêmement dangereuses. Le diable aussi va faire son apparition. C'est un univers vraiment top. Je vous le recommande encore une fois si les autres fois c'était pas assez clair, mais ça vaut vraiment la peine de découvrir cette saga pour les plus jeunes et pour les adultes aussi parce que ça n'empêche pas d'apprécier cette lecture. Vraiment c'est très qualitatif, donc n'ayez pas peur, vous pouvez y aller. Alors, dans les suites, j'ai terminé Le Tueur de l'ombre de Claire Favant aux éditions Pocket. Donc c'est la suite du Tueur intime que j'avais lu il y a quelques semaines. J'avais voulu enchaîner avec celui-ci et c'est chose faite, je l'ai terminé. Alors c'est une lecture tout comme le premier qui est bonne mais avec quelques petits aspects mitigé parce que j'ai bien aimé dans sa globalité mais il y avait des petites choses qui m'ont dérangé malgré tout. Donc ici je vais pas vous expliquer évidemment ce qui se passe pour pas vous gâcher la surprise, mais on se retrouve effectivement à la fin du premier tome et on va suivre la suite des aventures des personnages qu'on a déjà rencontrés dans le premier tome, à savoir Will, à savoir Samantha et à savoir RJ. Je n'entre pas plus dans les détails, mais ça parle d'un tueur en série extrêmement dangereux et de sa traque. Et ce qui était intéressant dans le premier tome, c'était que on suivait le tueur, donc à savoir le personnage de Will. C'est lui qu'on suivait, on était dans sa tête. Et après la seconde partie du livre, c'était plus l'enquête policière. Donc j'avais apprécié ce premier aspect où on accompagnait en fait le tueur. C'était ses pensées, son raisonnement, ses réactions qu'on suivait. Et ensuite, il y avait la partie traque et enquête. Ici, on est plus dans la partie enquête policière. C'était assez sympa, mais de nouveau il y a des petites choses qui m'ont dérangé. Il y a des réactions aussi des personnages que je n'ai pas spécialement comprises ou que je n'étais pas spécialement en accord avec. Voilà, des petites choses où parfois je me disais ouais c'est un peu gros quoi, c'est un peu fort de café, mais
ça m'a pas empêché de lire malgré tout et de terminer cette lecture et de l'apprécier. C'est pas ça va pas être mon thriller préféré, mais quand même j'ai trouvé ça très sympa, très intéressant et j'ai passé un bon moment, donc ma foi, que demander d'autre. Alors j'ai lu une BD, j'ai relu le premier tome de Emilia Woods que j'avais acheté à sa sortie, donc ça faisait un petit moment, et le second tome en fait est sorti il y a quelques semaines ou un mois ou deux, je ne sais pas exactement. C'est aux éditions Vent d'Ouest, c'est fait par Carole Bretto et Morgane Lafie. J'avais beaucoup aimé le premier tome de cette BD et du coup je me suis procuré le second tome, mais comme ça faisait un petit moment, je me suis dit que j'allais relire le 1 pour me remettre dans l'histoire et j'ai bien fait. Ce sont des BD qui sont pas hyper longues non plus, donc ça prend pas des heures, mais du coup j'ai lu le 1 et le 2 et j'ai beaucoup apprécié. Je peux déjà vous montrer au niveau du dessin et des planches, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. J'aime bien la palette de couleurs également. Voilà, c'est des dessins comme cela. Bref, moi j'aime beaucoup ce style, donc j'ai beaucoup apprécié me replonger dans cette histoire. Donc on va suivre en fait le personnage de Emilia, qui est une jeune fille. On apprend que sa mère est décédée. Emilia est une jeune scientifique, elle étudie les oiseaux et depuis la mort de sa mère, elle a constaté aussi des choses étranges, à savoir que quand elle touche ou frôle des personnes, elle a des genres de flash et on dirait qu'elle peut voir l'avenir de ces personnes, donc c'est très perturbant pour elle. Elle va donc décider de se rendre dans un lieu assez isolé pour étudier les oiseaux, la nature, et elle va prendre une chambre dans un grand manoir. Elle espère prendre un peu de recul par rapport à tout ça et se concentrer sur la science et ses recherches, mais malheureusement dans ce manoir il se passe également des choses étranges et ça a un rapport avec sa mère, avec son passé, avec justement tous ces mystères autour des vision qu'elle a. Donc ça c'est pour l'histoire et c'était vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Il y a évidemment de la magie, il y a des histoires de famille, on va en apprendre plus sur Emilia dans le second tome et sur sa mère également. L'univers se met en place, c'est vrai que le premier tome était assez introductif, dans le second tome il y a davantage de choses qui se mettent bien en place et de nouveau je reste un peu sur ma faim dans le sens où j'ai très envie d'avoir la suite, mais la suite n'est pas encore parue, donc il me faudra de la patience, mais si vous cherchez une petite BD très sympathique, vous pouvez vous diriger vers celle-là. Alors j'ai également terminé le livre La Cité du Savoir de Nadia Coste aux éditions Scrinéo. C'était aussi un emprunt de bibliothèque, donc je l'ai ramené. Je vous mets la petite image ici à gauche ou à droite, bien entendu. Je vous en avais déjà parlé parce que c'était une de mes lectures en cours des semaines précédentes. Et dans cette histoire, en fait, on va suivre deux personnages. On a d'un côté Sophia et de l'autre côté, on a Théo. Sophia et Théo vivent sur l'île d'Icléon et sont meilleurs amis. Le rêve de Sophia, c'est de partir à Philopolis, qui est la cité du savoir, pour intégrer une école. Et dans cette école, en fait, elle pourrait apprendre à maîtriser la magie des mots. Théo, lui, il a pas du tout le même rêve parce qu'il a jamais voulu apprendre à lire. Car le souci c'est que son grand frère est également parti pour cette cité du savoir, il a intégré cette école mais il est revenu atteint d'une maladie qui s'appelle dyspnoïa, qui est une maladie mentale qui touche en fait les étudiants qui ne réussissent pas leur examen final dans cette école. Donc lui, il a un a priori par rapport à ça. Il veut rien avoir avec la lecture, avec les livres, avec la magie des mots. Et Sophia, elle, c'est son objectif, notamment pour un petit peu aider et soulager sa famille. Sophia va être finalement admise dans cette école et Théo, lui, va tout faire pour la suivre et la protéger malgré elle, dans un sens. Lui, il va arriver dans la cité du savoir et il va intégrer une guilde, la guilde des voleurs.
ça c'est pour le résumé plus ou moins. Donc ici nous sommes dans un univers où la magie tire son pouvoir des mots et c'est une thématique que j'ai beaucoup appréciée. Je trouve que c'est assez original et intéressant cette façon de faire. J'avoue que je savais pas trop dans quel genre, quel style de lecture je me lançais parce que j'avais pas voulu trop non plus découvrir au niveau du résumé et ça a été une très bonne lecture. J'étais agréablement surprise par ce livre. C'est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé malgré quelques petites facilités parfois, mais c'était une très très bonne lecture globalement. J'ai beaucoup apprécié les personnages principaux, donc à savoir Sophia et Théo. Surtout Théo, mon petit coup de cœur va à ce personnage parce que je trouve qu'il est... c'est un personnage qui a vraiment un bon fond, il est très attaché à Sophia, il est très protecteur, il est très loyal, il est courageux aussi, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. L'intrigue est originale et intéressante également, mais le souci, c'est que j'ai trouvé qu'elle était assez longue à se mettre en place. J'aurais aimé aussi plus de renseignements, plus de moments passés avec cette guilde des voleurs parce qu'elle a un rôle important à jouer et je trouve qu'on n'a pas assez d'éléments d'information à ce niveau-là. On passe pas assez de temps non plus avec les voleurs. Après, je comprends parce que c'est un livre aussi jeunesse, c'est pas un livre de fantasy adulte où là, l'univers est beaucoup plus approfondi, beaucoup plus complexe, beaucoup plus développé. Ici, on reste sur quelque chose d'assez léger vu que c'est destiné à un public plus jeune, donc je comprends aussi cet élément, mais c'est vrai que comme moi, cet aspect m'a intéressé, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus tout simplement. Le dénouement, je l'ai trouvé assez prévisible et rapide par rapport au reste du récit. Comme je vous l'ai dit, l'intrigue met du temps à se mettre en place. Puis une fois qu'on comprend les enjeux qui sont très intéressants d'ailleurs, et le personnage à abattre dans un sens, et ce qui se passe réellement dans cette cité du savoir, eh bien les choses s'accélèrent, mais ça accélère un petit peu trop à mon sens. C'était un peu facile, mais voilà, c'est pas très grave non plus parce que malgré tout, c'était une très chouette lecture et j'ai beaucoup apprécié en fait. J'ai vraiment passé un très bon moment, je vous le recommande. Malgré les petits défauts que j'y ai trouvés, c'était vraiment une lecture très bien, très bonne, que j'ai lu rapidement. Le style est fluide, l'écriture est agréable, l'univers est très intéressant comme je l'ai déjà dit. Donc n'hésitez pas, vous pouvez tenter aussi l'expérience sans aucun souci. Je recommande ce livre malgré les petits points que je vous ai notés et en plus la couverture est magnifique, il faut dire ce qui est. Donc si vous avez envie de ce genre d'histoire, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez foncer vers celui-là. Je passe ensuite à celui-ci qui est Le Miraculeux Noël de George Bishop. C'est écrit par Catherine Doyle et on est aux éditions Bayard Jeunesse. Déjà c'est un très joli livre, vous voyez il y a des petites choses qui sont reflétées. Il y a plein de petits éléments au niveau de la couverture. Le dos, bah, c'est assez simple, mais il y a quand même la petite couronne comme ça fleurie et il est en hardback. À l'intérieur, on a ceci avec un petit, je sais plus comment ça s'appelle, un liseré. Je sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Et au niveau des chapitres, on a à chaque fois un petit dessin. Donc c'est vraiment un très joli livre, très beau, vous voyez. Donc à chaque fois c'est une autre image. Et eh bien ici c'est tout simplement une réécriture d'un chant de Noël de Charles Dickens. Une très chouette réécriture. C'est un livre qui fait 300 pages environ et qui fait passer un bon moment autour de Noël évidemment. La réécriture d'un chant de Noël, ça a déjà été vu et été revu évidemment, mais c'est toujours aussi agréable. Ici on va suivre le personnage de George qui est un petit garçon dont le père a décidé de ne plus fêter Noël depuis quelques années, 3 ans je pense, depuis en fait le décès de sa maman la veille ou le jour de Noël. Donc depuis le père il est axé sur son travail et il est enfermé comme ça dans toute la tristesse et il se rend pas compte que tout cela impacte George
qui lui aimerait en fait retrouver la magie de Noël, retrouver sa famille, ne plus rester emprisonné dans cette maison le soir de Noël où tout est gris, tout est triste, où son père ne veut plus en parler, ne veut plus avoir aucun rappel de la fête de Noël, ne veut même plus parler de la maman de George. Évidemment, le papa pense protéger George, le protéger de toute la tristesse, mais ce n'est pas cela qui se passe. Ça ne fait qu'accentuer la tristesse de George. Et il y a un événement magique qui va se faire, bien entendu, la nuit de Noël. George va recevoir une boule à neige magique qui va lui accorder 3 souhaits et il va évidemment souhaiter que les choses changent, que son père ouvre les yeux, que son père change et retrouve sa joie de vivre, et on va suivre toute cette petite aventure bien sympathique. Donc voilà, c'était une lecture agréable. Je vais pas en parler 1000 ans parce que voilà, c'est une réécriture d'une histoire qu'on connaît bien et ça m'a fait passer un bon moment. C'est mignon, c'est chaleureux, c'est assez prenant aussi, ça fait parfois mal au cœur la réaction du père qui au début reste vraiment braqué sur ses positions malgré le souhait de George. Donc parfois j'ai eu un petit peu mal au cœur pour ce petit garçon qui a 10 ans, quelque chose comme ça. Et évidemment les choses vont se résoudre, hein, on s'en doute, dans ce genre d'histoire. Donc voilà, c'était sympathique, je vous la recommande si vous avez envie d'une revisite de cette histoire pour Noël. Moi je l'ai lu maintenant. Je trouve que janvier ça passe encore pour lire des livres en rapport avec Noël, et voilà, c'est une lecture agréable que vous pouvez faire de vous à vous, si je puis dire, ou avec des plus jeunes, avec des enfants. À mon avis, ça pourrait bien leur plaire et leur convenir. Alors, j'ai également lu et terminé le livre du challenge dont je vous ai déjà parlé, la lecture commune de décembre. C'était une romance de Noël et j'ai donc lu un livre de Clarisse Sabar qui est La vie est belle et drôle à la fois. Je l'ai lu sur ma liseuse, donc je vous remets une petite image ici pour que vous ayez le visuel comme d'habitude. Alors dans cette histoire, on va suivre le personnage notamment de Lena, qui est invitée pour fêter Noël. Elle est invitée par sa mère. Sa maman réunit toute la famille, à savoir elle, son frère et la fille de son frère également dans la maison familiale où il y aura également la grand-mère présente. Lena, elle a un problème avec Noël. Elle n'aime pas fêter Noël. Elle, en général, elle évite ce genre de festivités. Et là, vu l'insistance de sa mère, qui la met un peu devant le fait accompli, elle va arriver et là elle se rend compte que, chose étrange, sa mère les a laissés en plan, donc elle les a conviés. Elle leur dit en gros de faire comme chez eux et de prendre leurs aises, de fêter Noël, mais que elle est partie profiter de la vie. Voilà, ça c'est un peu la situation. Lena se retrouve donc coincée dans cette maison, la maison de son enfance, le village de son enfance, entourée d'une partie de sa famille, étant donné que la maman a pris la poudre d'escampette pour on ne sait pas trop quoi. Il est bien indiqué qu'il ne faut pas s'inquiéter, hein, qu'elle est partie de son plein gré, mais quand même. Donc Lena, elle est pas très contente, bien entendu. Et on va apprendre qu'elle déteste Noël parce qu'apparemment c'est rattaché à un souvenir extrêmement triste et douloureux. Et de toute évidence, elle a occulté toute une partie de cet événement. Ça c'est l'histoire en gros. On est ici dans une petite romance de Noël, une petite comédie de Noël. Tout ce qu'il y a de plus classique avec les éléments habituels. Où il va y avoir bien entendu une romance qui va se voir à 10 km à l'avance. C'est plein de moments assez doux. Ça travaille sur les thématiques de la famille, du passé, des secrets, des malentendus également. Et évidemment tout cela va être révélé au grand jour. Tout cela va bien se finir au final. Il y aura des petites surprises. Je peux pas parler de rebondissement, mais voilà, il y a des petites surprises qui, ma foi, ne sont pas non plus extrêmement surprenantes. Voilà, c'est des romans qui font du bien, des romans qui ne sont pas prises de tête.
mais ça marche assez bien à Noël. Moi en tout cas, j'ai passé un agréable moment sans plus, mais pas négatif non plus. Ça se lit très vite. On est emporté dans l'histoire. Il faut pas non plus réfléchir. Il faut pas être très impliqué. Voilà, c'est agréable et c'est doux. Donc voilà, c'est des lectures que je fais comme je vous l'ai dit aux alentours de Noël et qui me dérangent pas, mais c'est pas des lectures que je peux faire non plus pendant des mois, et c'est pas non plus je peux pas non plus enchaîner 20 comédies de Noël non plus. Donc celle-ci c'est la première que j'ai lue. Si vous avez lu ma palle d'hiver, il y en a encore 2 je pense qui m'attendent. Celle de Sarah Morgan, où là je sais que c'est un peu différent parce que c'est plus axé, enfin je suppose, parce qu'en tout cas j'ai lu un livre d'elle et c'est ça qui m'avait plu, c'était la psychologie des personnages. Il y avait beaucoup plus qu'une simple romance de Noël, c'était beaucoup plus travaillé. Et alors il y a l'autre de Jenny Colgan, qui est une autrice que j'aime bien parce que j'avais lu les 2 premiers tomes je pense de La charmante librairie des flots quelque chose, un truc comme ça. J'arrive jamais à me rappeler du titre, désolée. Et voilà, c'est des livres feel good que j'apprécie, donc je me suis dit que celui-là j'apprécierais également, mais je me suis pas aventurée dans d'autres comédies de Noël que celle-là. Et dernière lecture que j'ai faite, et pas des moindres, je l'ai gardée pour la fin parce que j'ai beaucoup apprécié cette lecture, c'est celui-ci, Pierre Fendre de Brice Tarvel aux éditions Les Moutons Électriques. Je vois que la luminosité baisse, pourtant il est 14h, mais j'espère que vous me voyez encore. J'ai allumé une petite lampe derrière moi, j'espère que ce sera suffisant. Donc j'ai fait cette lecture, je l'ai écoutée en audio et c'était vraiment super chouette. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Alors cette histoire en fait, elle se passe dans un immense château. Et c'est donc un monde qui est un château entouré de murailles infranchissables et personne n'entre, personne ne sort. On va suivre dans cet univers Dulvan et son ami Garicorn qui veulent découvrir en fait ce qu'il y a au-delà de ces murailles et qui vont décider de partir en expédition malgré le fait que tout le monde trouve que c'est dangereux et que c'est inconscient comme expédition. Pour cette mission, en fait, il faut se rendre dans la salle de l'éternel hiver afin de réveiller la sommeilleuse, comme le racontent les légendes. Donc de nouveau, ce sont des légendes, on se base sur des mythes, mais apparemment c'est ce qu'il faut faire et Dulvan et Garicorn vont décider de se lancer dans cette expédition. Alors on va aussi suivre Hortense, la sœur de Dulvan, qui va se rendre compte que son frère est parti en expédition et qui va se lancer à leur poursuite avec une de ses amies pour en gros les empêcher de faire une bêtise. On a également une sorcière qui s'appelle Morgoth qui va également apprendre que Dulvan et Garicorn sont partis pour réveiller la sommeilleuse. Cette sorcière, elle veut à tout prix les empêcher de réveiller cette fameuse sommeilleuse parce que elle pense également que c'est une bêtise et qu'il va arriver une catastrophe et que du coup, il vaut mieux stopper cette expédition. Je suis allée allumer parce que je pense que ça assombrissait dangereusement, donc c'est une lumière horrible, mais je pense qu'il faudra faire avec. Bref. Ça c'est pour l'histoire, on va donc suivre différents personnages. Nous sommes donc dans une histoire de quête avec des embûches, des dangers et aussi des rencontres. Le château immense est construit autour des 4 saisons, donc ça c'était vraiment très sympa. L'idée est super originale et super intéressante, j'ai beaucoup apprécié cet aspect. On est dans un roman ici plus d'ambiance, donc pas vraiment d'action si vous cherchez quelque chose de... Voilà, où le rythme est
prenant et rapide, et c'est pas vraiment ça. Il n'y a pas des combats, il n'y a pas des choses épiques, c'est plus un voyage, c'est clairement un roman d'ambiance, mais moi j'ai beaucoup apprécié cet élément. J'ai aussi beaucoup apprécié ce récit de fantaisie et le style qui va avec, parce que le style c'est du vieux français et je trouve que ça fonctionne à merveille. En tout cas au niveau de l'audio, j'étais parfaitement plongée dedans. Après je sais pas si ça va plaire à tout le monde parce que c'est des mots pour la plupart qui sont moins habituels. Il y a certains mots qui sont particulier, donc parfois il faut faire quelques recherches pour comprendre. C'est pas tout le temps bien entendu, hein, mais de temps en temps voilà, on a quelques mots qui sont là. Donc il y a cet élément là aussi qui était original et très sympa. J'ai beaucoup apprécié l'univers que j'ai trouvé très bien construit, très bien pensé, original à nouveau. C'est un récit qui pousse à la réflexion, notamment à propos du monde et de la façon de le percevoir, de la curiosité également et des croyances. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup apprécié cet aspect. Il y a plein de choses qui m'ont plu en fait, et j'aime bien quand il y a des livres comme ça qui nous poussent un petit peu à réfléchir, ce qui était le cas ici, à toute la zone de confort et en même temps le petit côté qui pousse l'être humain à explorer et à découvrir malgré le danger, malgré l'inconnu. On avait les deux pensées, les personnes qui restent dans leur zone de confort et qui veulent pas en sortir, et les autres qui justement sortent et vont explorer et ont cette curiosité malgré un potentiel danger. Donc il y a plein de thématiques super intéressantes. Donc vraiment une très bonne lecture, une très belle découverte. Je suis très contente d'avoir pu le lire parce que j'ai trouvé ça génial. Je connaissais pas cet auteur, je vais peut-être me pencher sur d'autres écrits parce que j'ai passé vraiment un très bon moment. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment une excellente lecture. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites cette semaine. J'ai pu avancer dans plein de choses comme vous l'avez vu et terminer plein de choses, donc je suis très contente. Au niveau de mes lectures en cours, alors j'ai commencé Souveraine, le premier tome de Laura Sébastien aux éditions Casterman, qui est un emprunt bibliothèque. Je l'ai emprunté parce que le deuxième tome vient de sortir, donc je me suis dit qu'il était temps de le découvrir, surtout que c'est un livre qui me faisait envie. Déjà à sa sortie, j'ai lu environ 25% je pense, je suis à la page 150 et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, donc je continue cette lecture. Je suis toujours dans L'Empire du Vampire de J. Christophe aux éditions de Saxus. J'avance lentement mais sûrement. Je suis dans celui-ci, Barjavel, Les Dames à la licorne aux éditions Pocket, et d'ailleurs vu que je prends ce livre là en main, vous avez compris, je n'ai pas terminé cette lecture avant le 31 décembre 2023 comme c'était prévu. En tout cas c'était prévu dans mon challenge 12 livres pour 2023. Je vous remets le petit i si vous voulez aller consulter cette vidéo. Donc c'était le dernier livre qui me restait à lire. C'était un peu serré parce que le 31, ben, je n'ai quasiment pas lu de la journée, il y avait d'autres choses de prévues. C'est pas grave, je suis à une centaine de pages, il y en a 400, donc je vais le continuer maintenant et je vous en parlerai sans doute plus la semaine prochaine. Et alors, je suis toujours dans celui-ci, donc Le Destin du Roi Loup, aux éditions Corrigan. J'ai pas plus avancé, je suis à la page 63 et pour l'instant ça me plaît bien. Je voulais avancer dans d'autres lectures, notamment Les Épouvanteurs que je vous ai présenté aujourd'hui et le Tueur de l'ombre. Je voulais absolument terminer ces lectures là, donc c'est chose faite. Maintenant je vais pouvoir avancer dans ce que je viens de vous montrer. Et en lecture audio, j'ai commencé celui-ci, Les Sœurs Carmine. J'ai l'intégrale dans cette très belle édition
dans cette très belle édition de Nemos, donc le label Naos, je pense plus précisément. Je suis à la page 129, j'ai presque fini le premier livre vu que ici ça regroupe la trilogie. Je vous l'avais déjà montré, mais je l'ai comme ceci. Ah, je suis super contente, c'est de Ariel Holz. Et pour l'instant, j'aime beaucoup cette histoire. Je savais pas dans quoi je me lançais, donc je découvre au fur et à mesure et ce que je découvre me plaît beaucoup. Donc je pense que je vais continuer ma lecture, sans doute terminer le premier livre et à ce moment-là vous en parler un petit peu plus. Je crois que ce sera plus judicieux de faire comme ça. Voilà pour mes lectures en cours. Alors, j'ai des petits cadeaux de Noël qui sont arrivés, donc je vous fais une petite présentation. J'ai reçu celui-ci, donc le cercle des pierres, une enquête de Washington Pooh de M.W. Craven aux éditions Pocket. Ça c'est un livre que j'ai mis sur ma wishlist très récemment et je suis ravie parce que j'avais très envie de découvrir, donc à Noël j'ai reçu des sous et avec ces sous je me suis fait une petite commande de livres, donc celui-ci en faisait partie. C'est un policier que j'ai hâte de découvrir, ça a l'air super intéressant. Donc je vous lis le résumé. Dans les landes sauvages du nord de l'Angleterre, au centre d'antiques cercles de pierre, des hommes sont retrouvés brûlés vifs. Aucun lien apparent entre les victimes, aucun indice jusqu'au jour où l'on découvre gravé sur le torse de l'une d'elles un nom, Washington Pooh, celui de l'inspecteur-chef mis à pied pour une erreur ayant entraîné la mort d'un suspect. Contraint par sa supérieure de reprendre du service, Pooh comprend bientôt qu'il a été manipulé, mais surtout qu'il y a bien pire que mourir immolé. À lui de choisir désormais comment justice devra être rendue. Voilà, ça m'a beaucoup intéressée. Ils mettent que c'est une série prometteuse, une enquête palpitante et effrénée. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et l'autre chose que je me suis commandée, c'est ce pavé énorme qui est Récit du demi-loup, l'intégrale volume 1. Oui, parce qu'il y a un volume 2. Voyez la bête, hein. Vous voyez ce que c'est ? C'est énorme, je pensais pas honnêtement qu'il était aussi gros. C'est pas grave, c'est de Chloé Chevalier aux éditions Les Moutons Électriques et c'est un récit de fantaisie qui me tentait depuis un bon moment. Ça aussi, ça faisait un moment qu'il était dans ma petite liste d'envie. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc, le volume 1 comprend plusieurs choses. Il contient Véridienne, L'éther de l'Est et Fleurs au creux des ruines. Donc, c'est plusieurs livres qui sont réunis dans ce premier volume et j'ai vraiment très hâte. J'ai pas voulu trop chercher de quoi il était question et à l'arrière il n'y a pas beaucoup d'informations qui nous sont données non plus parce que ça dit au bord de l'implosion, le royaume du demi-loup aussi dangereusement entre l'épidémie foudroyante qui le ravage, la peste mort, les prémices d'une guerre civile et l'apparente indifférence de son roi. Voilà, apparemment c'est une formidable saga de fantasy dynamique, pleine de complots, de fureur et de grandes figures féminines. Donc moi ça fait un petit moment qui me faisait de l'œil, donc je suis contente d'avoir pu le commander avec les sous que j'ai reçus. Donc merci beaucoup. Et il y a encore un livre qui va arriver avec ces sous-là. C'est une précommande. J'ai précommandé le tome 2 de Belladonna. Je ne me souviens plus du titre, mais je vous mettrai la couverture. Il vient de sortir, il est sorti hier, je pense, le 4. Et je devrais le recevoir bientôt. Donc quand je le recevrai, je vous le montrerai bien évidemment. Donc ça c'est pour la petite partie 2 des cadeaux de Noël. Et je suis passée à la bibliothèque. Donc je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. J'ai pris le tome 4 d'une sacrée mamie, non le tome 5 d'une sacrée mamie aux éditions Delcourt. Je vous en avais parlé parce que j'avais pu découvrir le 1, 2, 3 et 4 du coup et j'ai constaté en fait qu'il y avait une suite. Ça me semblait logique parce que l'histoire se terminait un petit peu de manière abrupte, mais quand j'avais été à la bibliothèque, il y avait que les 4 tomes
dans le rangement. Et ici, quand j'y suis allée, j'ai vu qu'il y avait la suite, bien entendu, qu'il y avait même une dizaine de tomes. Le truc, c'est que j'ai pu prendre simplement le 5 parce que dans le présentoir, il y avait le 5, 7, 8, 9, 10 et 11, je pense, mais pas de 6. Donc j'ai été un peu freinée dans mon élan, je me suis dit c'est pas grave, je vais déjà prendre le 5, comme ça je continue et la prochaine fois j'espère que le 6 sera de retour, comme ça je pourrai prendre la suite. Bien évidemment je continue ma lecture de l'épouvanteur, donc j'ai ici pris le 8, le 9 et le 10, je pense que je vais lire toute cette saga cette année-ci, à mon avis ça va être sûr et certain. Parce que maintenant je suis lancée, je sais plus combien il y en a exactement de l'épouvanteur, mais comme ça se lit bien et que je suis très emballée par ce récit, je me suis pris la suite et je pense que mon objectif sera de terminer cette série en 2024. Suite de série, j'ai également pris le 4e tome du Dernier Royaume de Morgane Rhodes aux éditions Michel Lafon. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est une petite saga de fantasy jeunesse, mais que j'apprécie. Elle est quand même très intéressante. Il y a des facilités et tout. Les personnages au début sont très bateaux, très caricaturé, mais finalement ça avance bien, ça évolue dans le bon sens, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments, donc c'est quand même très sympa, ça se lit super vite et c'est addictif, donc je me suis pris le 4e tome, je crois qu'après il reste le 5e tome, donc voilà. Et alors je suis tombée sur celui-ci, Le Magicien d'Oz de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe de cette collection Albin Michel, que je trouve tellement jolie, je me suis décidée à le prendre. Vous voyez, il y a des illustrations. Vous connaissez, je pense, le principe. Les chapitres, c'est présenté comme ça. De cette collection, j'ai déjà La Reine des Neiges et encore un autre, je pense. Donc j'ai emprunté le Magicien d'Oz et il y avait également Bambi, donc je l'ai pris aussi. Bambi qui est très beau, vous voyez déjà la présentation se fait comme cela. On a des petites choses comme ça. Il est plus épais, Bambi. Voilà, des pages comme ça. Même si je connais l'histoire de Bambi, j'ai hâte aussi de la découvrir via ce... C'est lourd. Et c'est pas facile à manier, surtout ce très bel ouvrage. Donc voilà, j'ai fait ces 2 emprunts. C'est vrai que ces livres, je les avais déjà vus en librairie et j'avais hésité à me les acheter parce que je les trouve vraiment très beaux, mais ils ont quand même un certain coût, c'est 30 € le livre, donc ça revient quand même assez cher si on en prend un ou plusieurs. Donc j'avais toujours hésité, mais ici c'est l'occasion de vraiment les découvrir, d'avoir le temps de les parcourir, de les lire d'une manière plus posée, et du coup si j'aime vraiment bien, alors je crois que je les mettrai sur ma liste pour anniversaire ou pour Noël par exemple, ce sera des idées cadeaux. Donc voilà, ça c'est mes petits emprunts à la bibliothèque. Et voilà, nous y sommes, on a fait le tour de mes lectures en cours et les petites choses que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, bien entendu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires concernant les lectures que vous faites, concernant les livres que je vous ai présentés, si vous les connaissez. Dites-moi ce que vous en avez pensé ou dites-moi si certains vous donnent envie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser tout cela en commentaire, qu'on puisse un petit peu papoter. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau dimanche, que tout se passe bien pour vous, encore une très belle année 2024 et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.